Depuis quelque temps, l'on observe dans la ville de Ngaoundéré le phénomène de la mendicité qui gagne du terrain. Des adultes, des adolescents et même la petite enfance écument à longueur de journée les rues de la ville, les quartiers et les grands lieux de regroupement comme les marchés, les gares routières et voyageurs qui ne désemplissent pas de monde par ces temps de vacances. Les devantures de pharmacies, les restaurants et bien d'autres lieux publics sont les cibles de ces personnes nécessiteuses. Reconnaissables par un petit bol en plastique entre les mains, ces mendiants appellent à la charité des passants, espérant obtenir quelques pécules pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La donne change progressivement depuis quelques mois avec une catégorie naissante qui n'hésite pas à pénétrer les domiciles privés pour solliciter de quoi manger. Une façon de faire qui suscite des interrogations et surtout de la peur pour ceux qui pourraient en sortir. À l'observation, tout paraît normal dans cette société où la pauvreté est ambiante, mais ce phénomène qui prend de l'ampleur recrute parmi ses adeptes des personnes valides, adultes et adolescents, pourtant à même de se prendre en charge par des activités génératrices de revenus. C'est une paresse manifeste, disons-le, de ceux-là qui ont fait le choix de vivre de la charité des uns et des autres et qui pourraient devenir des envoyés de ces commanditaires tapis dans l'ombre par ces moments d'accalmie observés. Pour les mendiants femmes, elles sont pour la plupart des mères d'un, deux ou trois enfants qu'elles nourrissent de cette aumône. Selon certains habitants de la ville approchée, c'est un phénomène séculaire dans les régions septentrionales qui refait surface, mais qui est à craindre et à bannir. Des personnes visiblement valides s'étant saisies de la pratique. Ils sont des hommes et des femmes d'affaires masqués et qui récoltent de cette manière de l'argent pour fructifier leur commerce ou business caché. Profitant de l'élan de cœur des passants, ils éprouvent pour eux de la pitié. Toute une raquette à ciel ouvert. Le Code pénal réprime la mendicité dans ses articles 245 et 246. En attendant que la fin de cette activité soit sifflée, il est peut-être temps que les magistrats municipaux et la grande mairie de la ville ici interpellée trouvent des solutions à cette activité qui gêne les habitants et dont la recrudescence pourrait engendrer d'autres forfaits. Il y va aussi de la sécurité des habitants de la ville de Ngaoundéré. Professeur Falna, vous êtes anthropologue, chef de département de sociologie et anthropologie de l'université de Ngaoundéré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il m'appartient, madame, de vous remercier pour cette sollicitude. Alors vous, nous avez écouté, quelle est l'impression qui se dégage? Est-ce que vous avez vécu ce phénomène que nous décrivons? Vous êtes un habitant de la ville de Ngaoundéré. Votre chronique l'a si bien mentionné. Il y a de cela quelques mois, précisément à la veille de la fête du mouton, le phénomène de la mendicité qui s'est défini comme une pratique sociale et économique consistant à demander à autrui de l'argent ou toute autre chose pour vivre. Le phénomène a pris de l'ampleur dans la ville de Ngaoundéré pour la simple raison qu'il s'agit maintenant non pas seulement des individus frappés d'un handicap quelconque, mais davantage des individus aptes à se prendre en charge. L'autre particulier de ce phénomène, c'est qu'il s'agit non plus des individus, mais des familles entières, c'est-à-dire vous apercevez le père, la mère et les enfants qui écument ainsi que vous l'avez si bien mentionné, les rues de la ville de Ngaoundéré et même les domiciles privés. Faisons remarquer cependant que cette pratique sociale est un délit pour la simple raison qu'elle est condamnée par la loi. Malheureusement, de ce point de vue-là, cette loi ne sévit pas. C'est l'occasion d'interpeller les autorités, de pouvoir prendre à bras le corps ce phénomène qui en réalité menace la paix, la liberté individuelle. Madame, vous imaginez, dans un restaurant, dans un bar, vous ne pouvez pas jouir de votre liberté en consommant un jus, en consommant du soya, qu'on aime bien dans les sociétés du Nord Cameroun. C'est ça. On est tenté souvent de penser que cette pratique est encouragée par l'islam. Loin s'en faut. Dans l'islam, on vous demande de ne recueillir dans la journée que ce qui est nécessaire pour vivre. Tout ce qui est fait au-delà de ce qui est nécessaire pour la journée est frappé de ce qu'on peut appeler le haram ou alors de l'illicite. Voilà globalement ce que je peux dire par rapport à ce phénomène qui sévit de plus en plus dans les sociétés septentrionales. Je ne voudrais pas étiqueter une société quelconque, mais de manière globale, il s'agit des sociétés du Nord Cameroun.
D'accord, professeur. Alors, vous venez vous-même de décrire le phénomène. Nous sollicitons l'anthropologue que vous êtes. Comment est-ce que vous, en tant qu'anthropologue, expliquez cela? Je pense qu'il s'agit davantage des facteurs d'ordre sociologique. Quoi qu'on D'accord. dise, les sociétés du Nord Cameroun sont frappées du ce que je peux appeler la pauvreté par rapport aux sociétés méridionales. L'environnement, qu'il soit géographique ou économique, est fragile et instaure la pauvreté généralisée. Vous convenez avec moi que, contrairement aux sociétés du Sud Cameroun, les grandes métropoles que sont Douala, Yaoundé, Bafoussam, il n'existe pratiquement pas de structures qui puissent favoriser l'exercice d'un emploi, qu'il s'agisse pour les jeunes ou pour les familles. Et donc, la pauvreté peut être un facteur qui aggrave cette pratique au Nord Cameroun. On ne saurait l'expliquer essentiellement par la pauvreté. Il y a également un problème d'ordre moral. C'est ça. Pour la simple raison que ces auteurs sont dotés de ce qu'on peut appeler le culte de la facilité. On ne veut rien faire, mais on pense qu'on peut vivre la mendicité. Je voulais d'ailleurs le repréciser, on l'a dit dans la chronique, il y en a qui simulent cela. Pourtant, c'est des commerçants, c'est des gens qui produisent en dehors de cette mendicité-là. Exactement. Il s'agit là non plus d'un phénomène social qui expose l'indigent à se solliciter de l'aide ça et là, mais il s'agit davantage d'une activité économique qui consiste à accumuler à travers cette pratique-là. Voilà pourquoi les autorités administratives doivent veiller et réprimer cette pratique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire précisément? Vous savez, chaque fois que je suis interpellé par rapport à une situation sociale, j'ai bien envie de dire que les magistrats doivent prendre leurs responsabilités à travers ce que Alain Didier Olinga appelait la hardiesse du juge. Les gens doivent avoir ce courage-là. Je pense que si on agit 1, 2, 3 fois, les gens peuvent prendre peur. Par ailleurs, les autorités municipales que sont les maires peuvent se faire accompagner par les forces de l'ordre pour pouvoir réduire. On ne peut pas peut-être l'endiguer, mais on peut réduire le phénomène pour pouvoir permettre aux uns aux autres de jouir véritablement de leur liberté. On a justement dans la chronique parlé d'un problème d'insécurité également qui pourrait naître de cette mendicité-là. Est-ce que vous avez vu cet aspect de la chose? Je dis le phénomène peut donner l'impression d'être très simple, mais je pense qu'au fond il est complexe. Vous vous rappelez, il y a quelques années, des évangélisateurs avaient envahi des villes du Nord Cameroun. Oui. Soit disant qu'il fallait islamiser les uns et les autres. Mais en réalité, c'était les chargés de mission de Boko Haram qui étaient là pour fournir des informations. Et au lendemain de leur présence dans les villages au Nord Cameroun, nous avons assisté à l'envahissement des régions, département du Haïti-Anaga, Mora, Pousseri, par le phénomène dont je venais d'évoquer tout à l'heure. Ce phénomène peut cacher beaucoup d'autres choses. Cela nous interpelle et exige beaucoup plus de vigilance pour la simple raison que parmi ces mendiants, il y en a qui viennent dans les maisons pour en réalité fournir des informations à leurs complices. Alors, la petite enfance est fortement représentée dans cette catégorie de personnes. Comment expliquer que ces petits-enfants se retrouvent dans la rue pour faire ce genre de travail? Le phénomène est encouragé par les parents. La famille est l'instance première de socialisation. L'enfant fait ce qu'il lui apprend. Les parents, quand vous les voyez dans la rue, ils ne sont même pas gênés. Pour eux, c'est normal de mendier, que c'est encouragé par les parents. On doit être mené au niveau des familles, au niveau des parents qui sont des adultes. Est-ce que vous n'interpellez pas dans tout ce que vous dites d'autres départements ministériels, au-delà des magistrats municipaux, professeur? Voilà pourquoi j'ai parlé des autorités administratives, au rang desquelles on peut retenir effectivement le ministère des Affaires sociales. Mais vous le savez autant que moi, le ministère des Affaires sociales à lui seul ne peut pas agir. Mais il est important qu'une action soit quand même menée. Le phénomène est observé également à Yaoundé. Comme à Douala, certainement, on trouve dans la rue, par ici, des enfants qui viennent de cette partie du pays. Ils s'accrochent aux véhicules qui passent. C'est finalement un problème général. Professeur, nous allons sortir par là. Vous avez parlé de quelques pistes de solutions. S'il vous était donné de parler à ces autorités, qu'est-ce que vous leur diriez et à ces familles? Il n'y a pas longtemps, une politique consistait à empêcher tout adolescent qui ne se fait pas accompagner par des parents de traverser la région d'origine. C'est-à-dire quand vous sortez de Mokolo, vous sortez de Pousseri, il vous est impossible de rallier Garoua à travers Maroua. Des contrôles stricts étaient effectués dans des véhicules et on renvoyait tous ces individus dans leur région d'origine. Aujourd'hui, au nom de la liberté, les gens partent de leur village, non pas souvent, n'est-ce pas, d'identité, mais parviennent quand même à atteindre la ville de Douala, la ville de Yaoundé. Je pense qu'il est important qu'on revienne à cette politique qui consiste à contrôler le mouvement
des citoyens, surtout des adolescents. Il faut se dire, madame. C'est ça. Alors, professeur Falna, nous vous disons merci. Vous êtes chef de département de sociologie et anthropologie à l'Université de Ngaoundéré. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, vous avez toujours été là. Merci encore. Merci, madame. Nous disons également merci à Jean Bessanet, un confrère du côté de Ngaoundéré, pour sa collaboration à cette édition.